Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui, je rappelle, s'il en était besoin, est la première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance et protège plus d'1 million de personnes. Elle accompagne ainsi les agents et les collectivités afin qu'ils puissent exercer au mieux leur mission d'intérêt général. La MNT parraine un cycle de webconférences sur la protection sociale. 2 sont déjà en ligne sur le site de VECA, l'une avec pour titre la protection sociale comme outil de management, d'attractivité et de dialogue social, une précédente également sur le décryptage et la mise en œuvre de la réforme est également en ligne sur le site de VECA. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons nous intéresser aux centres de gestion et leur rôle auprès des collectivités suite à la réforme de la PSC. En effet, l'obligation pour les centres de gestion de conclure au nom des collectivités une convention de participation a été introduite par l'ordonnance du 17 février 2021. Nous allons voir selon quelle modalité, car il est vrai que plusieurs textes sont en attente, mais nous allons vous expliquer tout cela et essayer de répondre à de nombreuses questions. D'abord les vôtres, bien entendu, mais derrière ces questions, comment les centres de gestion vont pouvoir apporter leur appui aux collectivités, en quoi la réforme accroît et renforce leur rôle de conseil. Autant de questions auxquelles nos intervenants s'emploieront à répondre. Et pour en parler et répondre à vos questions, 2 invités que je m'empresse de vous présenter. Sarah Deslandes, DGA du CIG Petite Couronne, en charge de l'emploi, des concours, de la santé et de l'action sociale. Bonjour Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Florian Mokhtar, avocat au barreau de Paris, associé au cabinet des 4 avocats, donc 4 associés, spécialiste du droit public. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Bonjour. Autour de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions qui est dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront évidemment leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais je commence par vous, Florian Mokhtar, peut-être en vous proposant de rappeler les principaux éléments du nouveau dispositif et les apports de la réforme. Florian Mokhtar. Merci beaucoup. Bon, rapidement, effectivement, pour revenir sur la problématique du rôle des centres de gestion dans le cadre de cette réforme de la protection sociale complémentaire, il me semble important de dire un mot peut-être du dispositif actuel tel qu'il existe, mais c'est vraiment pour reposer le contexte. Et puis, un petit mot de la réforme qui a été introduite par les ordonnances du 17 février dernier. Bon, le contexte actuel s'inscrit dans le cadre, parce qu'il faut remonter au milieu des années 2000, lorsque le Conseil d'État a abrogé les décrets Chazelle qui organisaient la participation de l'employeur public à la protection sociale complémentaire de ses agents, qu'une procédure a été engagée par la Commission européenne qui a considéré que ces dispositifs-là étaient constitutifs d'aides d'État et donc contraire au droit européen. Et c'est dans ce cadre, et je pense que c'est un cadre qui est important, puisque c'est dans ce cadre encore aujourd'hui que le dispositif va s'intégrer, à savoir la mise en compatibilité du droit français avec le droit européen sur la problématique des aides d'État. Donc c'est dans ce cadre-là que l'article 22 bis de la loi 83 avait été introduit pour permettre à l'employeur public de participer au financement des garanties de PSC, de protection sociale complémentaire, de ses agents, avec un encadrement des contrats éligibles à cette participation. C'est dans ce cadre-là également que l'article 88.2 de la loi 84 a été intégré, avec donc la spécificité qui était propre à l'époque à la fonction publique territoriale de distinguer 2 dispositifs, un dispositif de labellisation et un dispositif de conclusion de convention de participation. Donc la labellisation, juste pour en dire un mot, mais tout le monde, je pense, est bien au fait du sujet, mais c'est la possibilité pour des opérateurs de faire labelliser leurs contrats, et ces contrats labellisés sont éligibles à la participation de l'employeur dès lors que l'employeur décide de participer au contrat labellisé. Et la convention de participation, c'est la possibilité pour l'employeur public territorial donc de décider de ne participer qu'au contrat sélectionné, donc au contrat au singulier ou au pluriel en fonction des risques, parce qu'il peut y en avoir 1 ou 2 en santé et en prévoyance, sélectionnés dans le cadre d'une convention de participation. Donc, convention de participation, c'est une procédure de publicité et de mise en concurrence dont le but est le respect
des principes fondamentaux du droit européen d'égalité, de traitement, de non-discrimination, etc. Donc, on est dans une procédure quand même qui est contraignante pour l'employeur public dès lors qu'il s'engage sur la convention de participation. Et on a un article 25 dans la loi de 84 qui donnait un rôle, voilà, merci Hugues, qui donnait un rôle au centre de gestion pour passer pour le compte des collectivités territoriales des conventions de participation. Et c'est le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, la réforme qui a été introduite par l'ordonnance du 17 février 2021. Et en réalité, il y a une double réforme, parce que ça, c'est quand même aussi important, c'est qu'il y a à la fois une réforme de la protection sociale complémentaire, ce qui est notre sujet aujourd'hui, puis il y a une réforme de la négociation dans la fonction publique. Absolument. Les deux vont être liés, parce que il y a un nouveau cadre qui a été posé sur la négociation collective qui va donner de nouveaux droits et de nouveaux pouvoirs aux employeurs publics et aux centres de gestion dans le cadre de la mise en place de régime de protection sociale. Donc, sur la réforme de la protection sociale complémentaire, l'objectif introduit par l'ordonnance du 17 février 2021, c'est de rendre, donc, dans la fonction publique territoriale, obligatoire la participation de l'employeur à hauteur de 50% d'un montant qui sera fixé, d'un montant de référence, 50% de la cotisation en santé dès le 1er janvier 2026, 20% de la cotisation en prévoyance dès le 1er janvier 2025. Et donc, c'est l'idée ici de rendre obligatoire la participation, alors que jusqu'à présent, c'était une participation qui était facultative. L'employeur public était libre ou non de participer et de fixer le montant de la participation. Donc là, à partir du 1er janvier 2025 en prévoyance, 1er janvier 2026 en santé, il y aura une participation obligatoire de l'employeur public à la protection sociale complémentaire de ses agents sur le mode qui existe un peu dans le privé avec l'accord national interprofessionnel de 2013 qui avait étendu la couverture des salariés du privé. Donc, la réforme maintient la dualité convention de participation, labellisation. Donc, l'employeur public, c'est bien une compétence de l'employeur public de décider si, quand s'il participe dans le cadre d'une convention de participation, ce qui implique la conclusion d'une convention de participation, donc le suivi d'une procédure qui va durer 6-7 mois, ou de recourir à la labellisation, donc de permettre de participer à tous les contrats labellisés auxquels leurs agents souscrivent. Et il y a un renforcement du rôle des centres de gestion avec une intervention obligatoire s'il est mandaté par le centre de gestion, et c'est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Donc, et là, encore une fois, le but, c'est d'introduire une discussion, sachant qu'on attend un certain nombre de textes sur cette réforme et qu'aujourd'hui, il peut exister encore des incertitudes. Donc, moi, ma lecture de cette réforme sur le rôle des centres de gestion, c'est qu'il n'y a pas d'évolution majeure du rôle des centres de gestion, si ce n'est l'obligation pour eux d'intervenir lorsqu'ils sont sollicités par des collectivités territoriales ou des établissements publics. Donc, pour se convaincre de ce sujet, il y a 2 points déjà. C'est la comparaison de la rédaction des articles 25, l'article qui existe aujourd'hui, et de l'article 25.1, l'article qui va remplacer cette partie de l'article 25 à l'issue dans le cadre de la réforme. C'est la place également du nouvel article 25.1 dans la loi de 84. Et finalement, de mon point de vue, la seule nouveauté réside dans l'obligation qui est faite aux centres de gestion d'intervenir lorsqu'ils sont mandatés. Et point également important sur la mode de fonctionnement de ces conventions de participation qui sont conclues par le centre de gestion. De la même manière qu'aujourd'hui, de mon point de vue, le centre de gestion des collectivités ne peuvent pas intégrer une convention de participation qui aurait été préalablement conclue par le centre de gestion. Il y a bien une procédure de mise en concurrence qui est faite sur la base d'un ensemble de collectivités et d'agents qui vont intégrer un groupe dans le cadre d'un dispositif d'assurance. Et une fois que que la convention est conclue, on n'intègre pas, on ne modifie pas le groupe et on n'intègre pas de nouvelles collectivités. Si on veut intégrer une nouvelle collectivité, le centre de gestion devra conclure une nouvelle convention de participation. Donc, on a un certain nombre de questions qui nous arrivent déjà sur savoir quelle est cette notion d'obligatoire facultatif ou de facultatif obligatoire. Alors, je ne sais pas, vous Florian ou Sarah, ce qu'on peut en dire en l'état actuel des textes et des interprétations. Peut-être, Sarah, 2 mots sur le sujet. Oui, effectivement, c'est au cœur du débat actuel, mais je pense que Maître Mokhtar va développer sa lecture du nouvel article 25.1, dont la rédaction est assez simple
mais donne lieu peut donner lieu en fait à diverses interprétations. Donc à ce stade, ce qu'on sait de manière certaine, c'est que le centre de gestion sollicité par une collectivité pour une convention de participation devra la proposer. Ça, on en est, je crois, tous d'accord. Ensuite, il y a un certain nombre d'interprétations possibles sur le caractère obligatoire ou facultatif de la mission en tant que pour le centre de gestion. Je propose peut-être que dans un premier temps, Maître Mokhtar développe continue à écouter Florian Mokhtar. Et qu'on puisse ensuite peut-être en débattre quelques précisions, étant entendu que de facto, hein, on attend la refonte du décret du 8 décembre 2011. D'accord. On vous laisse continuer, Florian, sachant que les questions sont posées et qu'il faudra, dans la mesure du possible, donner quelques éléments de réponse tout à l'heure. Je vous en prie. Mais de toute manière, je pense que c'est un peu le but. Alors, c'est vrai que là, je pense que le premier point, c'est la comparaison quand même de la rédaction des articles, qui me semble le point important. Et ça permet aussi de voir cette différence de rédaction, elle permet de voir aussi la manière dont l'article 25, tel qu'il est écrit aujourd'hui, la manière dont il est appliqué. Donc, l'article 25 figure en gras sur la diapositive qui va arriver. Voilà. Parce que c'est un article qui a été rédigé un petit peu de manière complexe, puisque c'est dans la partie de l'article 25, donc l'article 25 qui est sur les compétences facultatives des centres de gestion, on avait un paragraphe dans lequel on mélangeait finalement l'action sociale et la protection sociale complémentaire, et on dit finalement les centres de gestion peuvent, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, conclure avec un des organismes mentionnés au 1 de l'article 88.2 une convention de participation dans les conditions prévues au 2 du même article. Donc, c'est la rédaction de l'article 25 telle qu'elle existe aujourd'hui. Demain, l'article 25.1 qui est issu de l'ordonnance du 17 février dernier sur la diapo suivante reprend à peu près la même formulation. Alors, on a juste scindé en créant un nouvel article, mais on dit les centres de gestion concluent pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des conventions de participation avec des organismes mentionnés au 1 de l'article 88.2. Voilà. Donc, on a même la même notion de conclusion pour le compte, donc qui apparaît effectivement, si on peut changer de diapo, une conclusion pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Et de mon point de vue, cette idée de pour le compte, on est dans la notion, on est dans l'idée du mandat. Et pour s'en convaincre encore, il y a un élément, c'est on est bien sur des compétences concurrentes. Le centre de gestion a une compétence pour conclure des conventions de participation, mais ce n'est pas lui qui intervient en priorité. C'est la compétence, c'est une compétence subsidiaire finalement du centre de gestion par rapport à la compétence principale de l'employeur public, qui a bien cette compétence, qui doit choisir également le mode de participation, c'est-à-dire qu'il peut le faire par le biais d'une convention de participation, il peut le faire aussi par le biais de la labellisation. C'est-à-dire que ce que vous dites par là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre le rôle du centre de gestion et le rôle d'employeur public. Tout à fait. C'est l'employeur public qui a la main sur la manière dont il va participer, et c'est l'employeur public donc, qui a finalement dans son panel de choix, soit il conclut la convention de participation, soit il recourt, il participe au contrat labellisé, soit encore, il confie au centre de gestion le soin de conclure pour son compte une convention de participation. Donc moi, c'est ma lecture, c'est de dire qu'on est bien, et eu égard à la manière dont l'article est rédigé, on est bien dans une notion de pour le compte, donc de mandat des collectivités pour permettre au centre de gestion d'intervenir. Et en ce sens, cette rédaction qui est assez similaire entre l'article 25 et l'article 25.1, si on regarde la manière dont l'article 25 a été appliqué jusqu'à présent, et notamment le texte de la circulaire d'application qui date de 2012 et qui avait prévu que dans ce cadre, le centre de gestion ne peut, sans avoir reçu mandat de collectivité, prendre l'initiative d'une mise en concurrence pour la conclusion, donc pour une convention de participation. Donc, de mon point de vue, cette analyse-là n'est pas remise en cause par le nouvel article 25.1. On est bien dans un mécanisme de mandat où le centre de gestion, à titre subsidiaire par rapport à l'employeur, va venir conclure pour son compte cette convention de participation. Je voulais rassurer nos internautes parce qu'il y a beaucoup de questions qui affluent pour leur dire que je les regrouperai peut-être à la fin de votre intervention pour ne pas casser la fluidité de vos propos. C'est très gentil. Mais
En plus, bon, je pense qu'encore une fois, c'est une interprétation, mais je vais dire un mot aussi d'une autre raison pour laquelle ça me semble une interprétation qui doit être retenue. Mais on a encore là un point, si on repasse sur la diapo suivante, c'est aussi la place finalement de ce nouvel article 25.1, la loi de 84 sur les compétences des centres de gestion. On a les articles 23 et 23.1 sur les compétences obligatoires et 25-26, on est sur les compétences facultatives. Donc finalement là, on crée un article 25.1 qui vient s'intégrer entre l'article 25 et 26, qui dit donc que les centres de gestion concluent, hein, c'est pas peuvent conclure, c'est conclu. Là, on est d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui va être nouveau. Mais sinon, on est bien sur cette compétence qui reste facultative de mon point de vue des centres de gestion, au sens où ils n'ont pas, c'est pas à eux de se substituer aux employeurs publics, ils interviennent s'ils sont sollicités par les employeurs publics. J'avais dit que je ne vous poserais pas de questions, mais il y a un des internautes qui dit, je vous lis le texte, il y a une évolution majeure dans la rédaction du nouvel article 25.1, je suis désolé de tourner la tête, mais mon écran est à gauche, 25.1, alors que l'alinéa 6 de l'article disposait que les CDG devaient agir à la demande des collectivités, le nouvel article fait disparaître cette mention, dès lors aucun mandat obligatoire préalable ne semble exigible. Effectivement, il y a cette modification, on a supprimé le terme à la demande. Maintenant, ça reste une intervention pour le compte et il me semble, quant à moi, que le mandat, c'est l'intervention pour le compte. Donc, on est dans le cadre dans lequel on intervient, le centre de gestion intervient pour le compte, donc en tant que mandataire des collectivités sur ce sujet. Encore une fois, la difficulté, elle est aussi liée au fait que on n'a pas supprimé la compétence de l'employeur public ou des collectivités qui sont affiliées au centre de gestion. Ça aurait pu être une solution, hein, de dire que les collectivités affiliées obligatoirement à un centre de gestion, c'est le centre de gestion qui gère cette problématique. Aujourd'hui, c'est une compétence qui reste la compétence des employeurs publics. Encore une fois, l'employeur public, il a la main sur la participation. Aujourd'hui, il avait la main sur le fait de décider si oui ou non il participait et du montant de la participation. Demain, il ne pourra plus décider si oui ou non il participe, puisqu'il sera obligé de participer. Par contre, dès lors qu'il respectera le plancher de participation, il a la main sur le montant de la participation. Et il a la main sur le choix entre convention de participation et labellisation. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut mettre de côté. C'est-à-dire que nécessairement, il faut qu'il y ait ce sujet-là avant. Et ça me permet de donner un autre élément qui me semble important. La convention de participation, ça reste un contrat qui est soumis à des obligations de publicité de mise en concurrence, et ça, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on doit avoir un cahier des charges au préalable qui va définir un ensemble, qui va définir un groupe. On n'est pas sur une prestation simple, c'est une prestation d'assurance. On assure un risque. Un opérateur, quand il assure un risque, il a besoin de savoir quel est le risque, quelle est la nature du risque. Si on conclut une convention de participation dans l'absolu, c'est-à-dire sans avoir de groupe, sans avoir d'agence, sans avoir de risque à assurer, je ne vois pas comment un opérateur peut se positionner pour tarifer, pour donner un tarif. C'est-à-dire que si leur centre de gestion n'est pas mandaté, il n'a pas un mandat préalable de collectivité qui vont lui dire, voilà, vous allez conclure pour mon compte une convention de participation, donc voilà les agents qui sont concernés, on n'a pas de groupe. Et honnêtement, si le centre de gestion le fait en disant, voilà, toutes les collectivités susceptibles d'intervenir, ce n'est pas non plus suffisant. C'est-à-dire que c'est très important pour un opérateur de savoir quelles sont les collectivités et les agents qui vont intégrer le contrat. Et de mon point de vue, si on n'a pas ça, ça pose un problème en termes de procédure et la possibilité de mettre en œuvre une telle procédure au regard du droit simplement européen. Et je ne vois pas comment une telle procédure ne serait pas contestable si on n'a pas quelque chose qui est arrêté. Donc, pour moi, la seule manière de mettre en œuvre cette procédure, c'est bien que les collectivités mandatent préalablement le centre de gestion pour conclure pour son compte la convention de participation. Sarah, est-ce que vous voulez intervenir à ce stade-là ou... Oui, alors du coup, comme on est sur le sujet du mandat, effectivement, peut-être resituer peut-être les grands enjeux de cette question du mandat du point de vue du centre de gestion, en effet. Ce qu'on peut observer jusqu'à présent, donc dans le cadre réglementaire actuel, c'est qu'il y a des collectivités qui ne mandatent pas le centre de gestion dans le calendrier où on passe la convention de participation et qui, du coup, se retrouvent privés en fait ensuite d'un accès à la convention de participation parce qu'il n'y a pas eu mandat préalable. Alors, soit parce qu'à l'époque, ce n'était pas le projet politique, soit parce que la labellisation convenait bien et la collectivité ne pouvait pas anticiper
un changement de dispositif. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette absence de mandat. Et c'est vrai que ça a pu poser problème à un certain nombre de centres de gestion qui, du coup, ne pouvaient pas offrir l'accès aux conventions de participation à ces collectivités qui ne l'avaient pas mandaté. Alors, ça se résout par, dans certains cas, la passation d'une autre convention de participation sur la base de nouveaux mandats. Mais c'est vrai qu'ensuite, le centre de gestion est en situation de gérer plusieurs conventions de participation parallèles avec peut-être plusieurs opérateurs, plusieurs tarifs, etc., ce qui est un peu complexe, alors à la fois pour le CDG et puis aussi pour les collectivités et in fine les adhérents, puisque n'oublions pas qu'en bout de course, c'est quand même les agents qui adhèrent, à la différence de l'assurance des risques statutaires notamment. Donc ça, c'est, disons, une manière de voir un peu des centres de gestion, de se dire qu'un des enjeux pour les centres de gestion, c'est de pouvoir offrir la convention de participation au plus de collectivités possible et que du coup, le mandat, dans ce cadre-là, peut être sinon un obstacle, au moins une petite difficulté. Après, ce que dit Maître Mokhtar est tout à fait juste. À mon sens, pour pouvoir faire une offre adaptée, les candidats au marché, à la convention de participation, ont besoin d'avoir des statistiques fiables sur la sinistralité des collectivités. Et quand on parle de sinistralité, on parle pour la prévoyance de l'absentéisme et puis pour la santé des effectifs et de la pyramide des âges. Je vais vite, mais grosso modo, ce sont ce type d'informations que les candidats à la convention ont besoin de connaître. Ces informations-là, aujourd'hui, quand on les recueille de la part des collectivités, on a parfois des difficultés, et les collectivités également en ont, à consolider ce type de données. Dans le cadre de l'amélioration de la collecte des données sociales des collectivités, donc qui sont opérées aussi par les centres de gestion, on est confiant sur le fait de pouvoir, dans un futur très proche, faire remonter des données fiables et consolidées dans le cadre du rapport social unique et de l'ensemble de ce qu'on appelle les puits de données et tout ce qui relève des données sociales des collectivités. Donc ça, c'est des travaux qui sont menés au sein des centres de gestion et qui doivent permettre d'avoir une bonne connaissance à la fois des effectifs des collectivités, des pyramides des âges et des paramètres liés à l'absentéisme. Voilà un peu quelques éléments pour resituer effectivement pourquoi le mandat et de quels éléments le centre de gestion a besoin pour passer une convention de participation, effectivement, pour le compte des collectivités. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a un certain nombre de questions précisément sur les mandats. Donc, j'aimerais bien qu'on les traite peut-être à l'instant. C'est des questions qui sont parfois simples et techniques, mais c'est l'occasion. Est-ce qu'il existe un calendrier pour mandater le centre de gestion? Alors, le principe, c'est que le centre de gestion a besoin d'avoir l'ensemble des mandats et des données afférentes au moment où il fait sa mise en concurrence. Donc, le calendrier, finalement, il est fixé par le centre de gestion et par la procédure. Florent Mokhtar, tout à fait. Okay. Sur la forme que doit prendre le mandat, est-ce que c'est une délibération? Aujourd'hui, sauf de ma part, il n'y a pas véritablement de forme qui est imposée. Ce qui est imposé par le texte, c'était le dernier point de mes observations, c'était de dire que aujourd'hui, ce qui est imposé, c'est qu'au moment d'adhérer, c'est-à-dire que quand il faut un mandat, c'est-à-dire qu'il faut d'une manière ou d'une autre que la collectivité donne son accord au centre de gestion pour y aller. Et de toute manière, ça c'est maintenu, parce que c'est la même rédaction entre l'article 25 et l'article 25.1 également, c'est le fait que in fine, avant, au moment où la convention de participation est conclue par le centre de gestion, après, à la fin de la procédure, la collectivité doit délibérer pour confirmer son adhésion au contrat, à la convention de participation qui a été conclue par le centre de gestion, et dans ce cadre-là, conclure un accord avec le centre de gestion sur les modalités de fonctionnement, en fait. Donc là, il y a un contrat, il y a un contrat qui doit être conclu avec le centre de gestion et la collectivité au moment où la collectivité confirme son adhésion à la convention de participation en fin de procédure. Voilà. Mais je pense que ça, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Oui,
Sur la forme du mandat, c'est la même chose. L'interprétation varie selon les centres de gestion et les collectivités. Au CIG de la Petite Couronne, nous, on a une lecture assez stricte et exigeante et on exige une délibération de la collectivité pour nous donner mandat. Mais ce n'est pas le cas partout. Ce qui est cohérent, hein, parce qu'il me semble que c'est l'organe délibérant qui a la compétence pour vous mandater. Donc, ça me semble cohérent. Voilà. Est-ce qu'une collectivité peut décider de recourir à une convention de participation directement sans mandater le centre de gestion? Bien sûr, c'est ça le principe de base, c'est que c'est une compétence. Le centre de gestion, il a une compétence subsidiaire, c'est-à-dire finalement, il va venir, enfin, c'est comme souvent, beaucoup de compétences du centre de gestion, c'est du soutien et de l'aide aux collectivités qui lui sont affiliées. Et ici, c'est ça, c'est que normalement, l'employeur a cette compétence de conclure la convention de participation. Donc, beaucoup de collectivités ont lancé la conclusion seule de convention de participation. Après, effectivement, pour les collectivités les plus petites ou quand on a, parce que effectivement, quand on a peu d'agents, c'est compliqué de lancer une convention de participation pour très peu d'agents. Déjà, ça n'intéressera pas forcément les opérateurs, ça va être compliqué, etc. Donc, c'est ça aussi l'intérêt du centre de gestion, c'est de pouvoir regrouper, faire un groupe un peu plus large. Et on sait que sur une question d'assurance, plus le groupe va être important, plus la capacité de négociation, finalement, et la possibilité pour l'opérateur de tarifer correctement la prestation va être importante. Parce que finalement, pour le dire simplement, les bons risques vont compenser les mauvais risques. Enfin, l'assurance, c'est ça. Donc, c'est une question de risque. Et effectivement, quand une collectivité, si elle a 2 ou 3 agents, très rapidement, en fonction d'un certain nombre de paramètres que peuvent être l'âge ou la situation de ces agents, ça peut faire un tarif qui va être rédhibitoire, alors que ces 3 agents sont intégrés dans un groupe au niveau du centre de gestion et ça devient complètement neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sujet. Donc ça, c'est vrai. Et moi, je rejoins les préoccupations de Mme Deslandes quand elle évoque le fait qu'il n'est pas facile. C'est pas facile de gérer plusieurs conventions de participation. C'est pas facile d'avoir les mandats de toutes les collectivités qui pourraient être intéressées, compte tenu de tout un tas de paramètres qui peuvent être politiques, juridiques, parce qu'ils ont d'autres engagements, parce que voilà, c'est vrai que c'est effectivement des gros problèmes pratiques. Après, c'est là la difficulté, c'est qu'il faut réussir à confronter ces problématiques pratiques avec des problématiques purement juridiques et qui, à mon sens, sont importantes aussi à prendre en compte pour sécuriser le dispositif, parce qu'encore une fois, c'est quand même un dispositif qui intervient dans le cadre d'une procédure qui a été mise en œuvre par la Commission européenne pour une infraction de l'État français aux règles du droit européen, et c'est dans ce cadre-là que les choses sont mises en œuvre. Donc, effectivement, on doit respecter un certain nombre de règles et on n'est pas loin de devoir respecter des règles qui sont proches du droit de la commande publique sur ce genre de… Voilà. Et je vais aller même un mot sur ça, on pourrait même aller plus loin, c'est qu'il faudra faire attention, parce que moi, j'ai une analyse là-dessus, de dire que la réforme qui a été introduite le 17 février 2021 pourrait conduire, faire basculer certaines conventions de participation dans le droit de la commande publique, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur ce genre de sujet. Il y a beaucoup de questions justement sur le fait d'avoir plusieurs conventions de participation en cours. Et qu'en est-il des conventions dont l'échéance arrive à terme après le 1er janvier 2025? Est-ce que le centre de gestion devra lancer une seconde convention de participation pour les collectivités qui n'ont pas mandaté à la première? Sarah, peut-être? Oui, alors l'ordonnance prévoit que les conventions en cours se déroulent jusqu'à leur terme. Et effectivement, l'un des enjeux pour les centres de gestion, c'est de pouvoir sans tarder passer des conventions de participation, nouvelle mouture, si je puis dire. Et ça pourrait être fait même bien avant 2025 en réalité, parce que un point qu'on n'a pas abordé, c'est que l'ordonnance prévoit qu'il y a un débat obligatoire au sein des assemblées délibérantes sur le sujet de la PSC, donc avant février 22, il y a 1 an pour les communes, et dans les 6 mois du renouvellement pour les autres niveaux de collectivité. Donc, enfin, je sais que pour les départements, c'est avant la fin de l'année 2021, par exemple, pour les régions aussi. Du coup, le fait d'enclencher ce débat obligatoire, finalement, ça va enclencher la réflexion sur la participation de l'employeur. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui, sans attendre 2025 ou 2026, vont souhaiter s'inscrire dans le nouveau dispositif réglementaire. Donc, les centres de gestion devront être au rendez-vous pour proposer des conventions adaptées à ces nouvelles demandes.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne encore deux questions sur ces questions des conventions et qu'après, on vous laisse terminer, Florian Mokhtar, vos propos, même si on est là pour répondre prioritairement aux questions qui nous sont posées. Est-ce que une collectivité doit être impérativement affiliée au centre de gestion pour pouvoir conventionner sur la PSC? Non. Je partage. Je pense que il y a... Alors voilà, là, on n'aura pas perdu beaucoup de temps dans la réponse, connaissons-le, c'est très clair. Est-ce qu'elle doit avoir une durée obligatoire? On a partiellement répondu à ça, mais peut-être repréciser la convention de participation. Oui, le décret Oui. du 8 novembre 2011 précise que la convention de participation dure 6 ans et qu'elle peut proroger d'1 an pour des motifs d'intérêt général. Alors cependant, comme disait Maître Mokhtar, on ne sait pas. Donc là, on attend un décret. Je ne sais pas si on l'a dit ça. On attend un décret du Conseil d'État qui va venir toiletter. Alors je ne sais pas si c'est toiletter ou refondre. Le décret du 8 novembre 2011. Donc peut-être que sur les modalités de passation des conventions, il va y avoir un alignement sur le code des marchés publics et qu'il n'y aura plus de durée inscrite dans les textes. Ça, on n'en sait rien. À l'heure actuelle, on a 6 ans inscrits dans le décret, donc on passe des conventions pour 6 ans. Mais si demain, on est davantage dans le droit commun, si je puis dire, de la commande publique, rien n'empêche que des conventions de participation soient plus courtes ou plus longues. Mais bon, là-dessus, peut-être que Maître Mokhtar a davantage d'informations que moi. Et peut-être comme information aussi, de savoir si on a une idée à peu près des dates de parution, des dates auxquelles on peut attendre ces décrets. C'est avant l'été, après? Madame Deslandes, parce que... Oui, à l'été. À l'été. Bon, voilà. C'est ça. C'est l'information. C'est à peu près ça le calendrier qui a été proposé, y compris aux représentants des employeurs territoriaux. D'accord. Vous vouliez compléter, Florian Mokhtar? Non, tout à fait, c'est ça. C'était à l'été. Maintenant, voilà, on ne sait pas du tout comment. On attend effectivement des décrets, un ou des décrets, parce qu'il n'est pas possible qu'il y en ait plusieurs en fonction aussi des fonctions publiques, et puis une circulaire qui va permettre aussi de clarifier certains sujets. Ce que je vous propose, Florian Mokhtar, c'est peut-être de continuer et de terminer vos propos, et puis on reviendra aux questions des internautes après. C'est parfait. De toute manière, on abordait la fin et on a abordé déjà pas mal un certain nombre de sujets. Donc, le point 3 sur la réforme, donc sur la diapo suivante, c'est le fait de dire que finalement, moi, c'est ma lecture et ça synthétise, elle peut être synthétisée comme ça, c'est que c'est l'obligation pour les centres de gestion mandatés de conclure une convention de participation. Voilà. Donc, c'est vraiment ça l'évolution, je pense, importante du texte. On passe de peuvent conclure à conclu. Mais encore une fois, je pense que l'élément important, c'est vraiment que je vois assez difficilement comme un centre de gestion, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir des éléments statistiques, mais on a mis de côté pour l'instant, et parce que c'est important aussi, c'est de parler du montant de la participation, parce que là aussi, ça aussi, c'est un enjeu. Alors aujourd'hui, il y aura un plancher de participation. Mais demain, si le centre de gestion lance une convention de participation sans savoir ni les collectivités qui participent, donc on ne connaît pas les agents qui doivent être couverts, donc on ne connaît pas le risque, mais on ne connaît pas non plus le montant de la participation, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être compliqué. On reste quand même sur une adhésion, et là, voilà, une adhésion facultative des agents, donc potentiellement, le montant de la participation aura un rôle essentiel dans le caractère incitatif pour cette adhésion. Alors, sauf si demain, on met en place ce qui est permis maintenant par l'ordonnance de négociation collective, des contrats de groupe à adhésion obligatoire, et on rend obligatoire l'adhésion des agents, ce qui va devenir possible. Mais voilà, mais ça, c'est un point important. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'obligation pour les centres de gestion mandatés de conclure une convention de participation. Et le dernier point qui me semble important sur cette réforme, pour en terminer, c'est de dire que, là encore, c'est le même dispositif, c'est-à-dire que une convention, une fois qu'elle est conclue, logiquement, on ne doit pas pouvoir y apporter des modifications substantielles. Une fois qu'elle est conclue, elle est conclue donc par le centre de gestion, elle est conclue par le centre de gestion, elle couvre un certain nombre de collectivités. La question de venir intégrer, qui est une vraie question pratique et que je partage, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué à gérer, mais le fait de devoir intégrer des nouvelles collectivités à cette convention de participation pose une vraie question. Pour moi, le texte aujourd'hui n'a rien changé sur ce sujet-là et il n'y a pas d'évolution, mais j'entends que c'est une question qui revient de pouvoir intégrer de nouvelles collectivités dans une convention participation qui aurait été conclue et qui serait déjà en vigueur. Pour moi, la seule solution pour le centre de gestion, c'est de conclure une nouvelle
convention de participation. Et sinon, ce serait une modification substantielle de cette convention qui, à mon avis, justifie une nouvelle mise en concurrence. Donc, je pense qu'elle n'est pas possible. Voilà. Donc, en conclusion de mes propos, c'est de dire que les centres de gestion doivent être quand même mandatés préalablement par les collectivités. Ils sont obligés d'intervenir, tenus d'intervenir lorsqu'ils sont mandatés. Les collectivités qui ont mandaté le centre de gestion ne peuvent adhérer à la convention de participation conclue par le centre de gestion qu'après une délibération. Donc ça, c'est ce qu'on a évoqué. Et une fois conclue, la convention de participation ne peut pas être modifiée en intégrant de nouvelles collectivités ou de nouveaux établissements publics. Voilà ma lecture de cette réforme de la protection sociale complémentaire. Sarah, si on reste sur les 4 conclusions de Maître Mokhtar, est-ce qu'il y a des commentaires particuliers sur un des 4 points? Peut-être au global, en fait, de dire qu'effectivement, il y a d'autres interprétations que celle-ci par différents types d'acteurs. Et il y a notamment une lecture qui est de dire que il s'agit donc d'une compétence désormais obligatoire des centres de gestion qui peuvent intervenir sans mandat préalable des collectivités. Voilà, c'est une autre manière de lire la nouvelle rédaction de cet article 25-1. Mais quand vous évoquez des acteurs, c'est-à-dire la Fédération des centres de gestion, l'Association des directeurs ou d'autres instances? D'autres cabinets aussi, enfin d'autres cabinets d'avocats, voilà. En fait, à ce stade, on attend en réalité un décret qui viendra peut-être préciser le rôle des centres de gestion. Et puis sinon, si peut-être à un moment ou à un autre, le juge est saisi de cette question, eh bien le juge se prononcera sur le sujet. Alors, avant qu'on revienne aux nombreuses questions qui se déroulent sur mon écran, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une question de fond sur le rôle des centres de gestion? Est-ce que cette réforme, d'une certaine manière, elle n'accroît pas le rôle de conseil des centres de gestion dans leur ensemble? Oui, alors effectivement, on peut voir la rédaction du législateur comme une marque de confiance vis-à-vis des centres de gestion. On est un certain nombre de centres de gestion à proposer depuis donc 2013 maintenant des conventions de participation avec un certain succès, hein, c'est-à-dire que on a quand même de plus en plus de collectivités qui adhèrent à ces dispositifs et de plus en plus d'agents au sein de ces collectivités qui rejoignent ces dispositifs. Donc, je pense que ça va faire maintenant une petite dizaine d'années que les centres de gestion ont pris l'habitude, pour ceux qui proposaient les conventions de participation, d'accompagner les employeurs territoriaux sur la protection sociale complémentaire. Et ça passe non seulement par la passation de ces conventions de participation, évidemment, hein, la mise en concurrence, le recueil des mandats, enfin tout le volet technique, mais ça passe aussi par un rôle de conseil plus généraliste auprès de l'employeur sur quel intérêt de participer financièrement à la protection sociale complémentaire, quelle différence entre labellisation et convention de participation, avantages, inconvénients pour l'employeur et pour l'agent du recours à l'un ou l'autre des dispositifs, et en quoi cette politique-là aujourd'hui de participation à la protection sociale complémentaire peut aussi être un facteur d'attractivité pour la collectivité dans un contexte où les employeurs ont des difficultés à recruter et où il y a peu de variables possibles sur les rémunérations. Donc, je pense que voilà, les centres de gestion jouaient déjà ce rôle de conseil auprès de l'employeur, et la réforme vient finalement renforcer ce rôle-là et dire que la structure, l'institution centre de gestion en tant qu'établissement public local spécialisé en ressources humaines a un rôle à jouer dans la diffusion et le recours des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents, et institutionnellement un rôle qui est, à mon sens, tout à fait pertinent. Donc on parlera peut-être après de l'effet mutualisateur qu'a évoqué tout à l'heure Maître Mokhtar, mais effectivement, je
pense que ça va devenir les centres de gestion vont devenir un acteur incontournable de la PSC. Oui, qui peuvent même faire évoluer le marché de la PSC, même d'ailleurs, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Oui, surtout faire évoluer. Ouais, pardon. Je pense juste un mot. Ce qui va surtout faire évoluer le marché de la PSC, c'est le caractère obligatoire de la participation. Voilà, d'accord. Alors, oui, Florent Mokhtar, après. Non, mais un mot, c'est que ce rôle, il est d'autant plus renforcé avec la réforme aussi de la négociation collective, dans laquelle les centres de gestion ont un rôle aussi renforcé, puisqu'ils vont devoir participer à cette négociation. Ils vont pouvoir, c'est à leur sein que la négociation dans un certain nombre de collectivités va se faire, pour certaines collectivités, et il y a un rôle renforcé aussi dans la définition des régimes de protection sociale complémentaire qui pourra être intégrés dans le cadre de la négociation collective. Très bien. Alors, je vous propose qu'on fasse, je ne sais pas si vous connaissez sûrement l'émission C'est dans l'air, mais qu'on fasse un peu comme C'est dans l'air, c'est-à-dire que c'est les questions SMS là, on en a beaucoup. Ça va être un peu des questions à l'après-vert, mais je vous les pose à tous les deux et je vous laisse répondre. Il y a beaucoup de questions qui viennent évidemment sur le thème de la fiscalité liée aux participations obligatoires. Alors, je ne sais pas si la question concerne les agents et aussi les établissements, mais quels éléments de réponse vous pouvez apporter ça? On vous entend pas, Florent Mokhtar. Oui, excusez-moi. Oui, non, voilà, je voulais reprendre aussi le texte. Alors, il y a un vrai sujet, effectivement, sur la fiscalité. Alors, de mémoire, il y a un renvoi sur une partie des cotisations à ce qui se fait dans le cadre pour le secteur privé. Après, la vraie difficulté, ça va être, parce qu'en fait, on va avoir beaucoup de régimes différents. Parce que, quand même, l'un des enjeux de la réforme, c'est de permettre aujourd'hui, ce qui était absolument interdit, c'est de permettre la conclusion de contrats groupe à adhésion obligatoire à terme. C'est quand même aussi l'une des possibilités, dans le cadre de la négociation collective qui a un vrai caractère prescriptif dans un certain nombre de cas, et notamment en protection sociale complémentaire, la possibilité de rendre obligatoire l'adhésion. Et à ce moment-là, on est dans un vrai contrat de groupe à adhésion obligatoire. Et dans ce cas-là, on devrait pouvoir avoir le même régime social et fiscal pour les cotisations qui seront versées à la fois pour l'employeur et pour les agents. Voilà. Mais donc, il y a cet enjeu-là est effectivement important aussi, parce qu'en fait, finalement, ce régime social et fiscal qu'on trouve dans le privé, il est notamment pour les cotisations qui sont versées dans le cadre de contrats à adhésion obligatoire. Dans le contrat d'assurance obligatoire où on n'a pas le choix. L'agent, par la simple signature de son contrat de travail, donc c'est dans le secteur privé, adhère à ce type de contrat. Alors, une autre question à laquelle on a partiellement répondu, mais elle est posée de manière plus, j'utilise le mot subtil, sans critiquer la première formulation. Une collectivité non adhérente au CDG peut-elle uniquement solliciter le centre de gestion pour bénéficier de la convention de participation sans obligation d'adhérer donc? Oui, à mon sens, c'est le mécanisme qui est prévu par le texte. C'est-à-dire que la collectivité mandate le centre de gestion qui met en concurrence pour son compte, libre à la collectivité, à l'issue de la mise en concurrence et compte tenu des résultats et des offres obtenues, d'adhérer ou non à cette offre. Et au centre de gestion. Et pour une collectivité qui n'est pas affiliée, est-ce qu'il y a quel coût serait demandé par le centre de gestion? Question de… De toute manière, se faire de ma part, même sur cette compétence-là, peu importe comment on la comprend, il y a un coût qui est demandé par le centre de gestion pour la conclusion. Donc, j'imagine que c'est en fonction des centres de gestion de la proposition qui est faite par le centre de gestion pour facturer, pour définir le coût de cette prestation rendue pour le compte des collectivités qui la demandent. Il me semble que c'est assez libre. Tout à fait. J'ai tout à fait la même lecture. Ça relève en fait d'une délibération de chaque conseil d'administration de centre de gestion de fixer les tarifs pour cette prestation. Ok, il y a une remarque d'un internaute sur la fiscalité qui nous dit que le caractère obligatoire modifie la fiscalité des indemnités journalières qui seront fiscalisées. Voilà. Donc, alors, je continue avec mes nombreuses questions, notamment sur quels sont les motifs de résiliation d'une convention de participation, les conditions de sortie?
après, ce sont des conditions qui sont un peu toujours les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, il y a les deux côtés, c'est-à-dire que du côté de l'employeur du centre de gestion, c'est le non-respect des obligations qui sont posées par la convention de participation, par l'opérateur qui aura été sélectionné. Du côté, après, comme c'est un contrat d'assurance, le droit des assurances et le droit de la mutualité s'appliquent à ce type de contrat, et donc les évolutions de risque importantes peuvent à un moment donné permettre à un opérateur de dire que maintenant, c'est soit il y a une augmentation de tarif, soit il résilie, enfin de résilier, sauf si on accepte une augmentation de tarif. Donc ça, c'est des choses qui sont également possibles. Donc après, c'est les cas classiques de résiliation d'un contrat, c'est-à-dire c'est le non-respect par l'une ou l'autre des parties de ces obligations contractuelles qui permet d'en sortir. D'accord. Il y a une question qui est assez proche, qui est de demander est-ce qu'on peut adhérer par anticipation et finalement ne pas finaliser la procédure avec le centre de gestion? A priori, oui. Oui, c'est ce que Mme Deslandes a dit, je pense, sur le fait que comme il faut une délibération, à l'issue de la procédure, il faut une nouvelle délibération par laquelle la collectivité finalement confirme son mandat, enfin c'est un peu ça, et confirme son adhésion, elle a la possibilité effectivement de ne pas donner suite et puis d'en rester là. Alors, il y a toute une série de questions qui sont liées à l'intercommunalité. Bon, c'est souvent le cas quand on est dans des débats sur les centres de gestion. Est-ce que les communautés de communes et les communautés d'agglo peuvent passer des conventions pour les communes adhérentes? Ou est-ce que chaque commune doit le faire individuellement, je dirais? Je pense que c'est pas une compétence que la communauté d'agglo aurait, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé dans une sorte de, comme un groupement de commandes. Enfin, on peut se grouper à plusieurs pour conclure ensemble. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle, à mon sens. Les textes n'interdisent pas la possibilité pour plusieurs collectivités, d'ailleurs, qui pourraient même être d'autres secteurs, sans être liés par un EPCI, de se grouper pour conclure ensemble une convention de participation. C'est peut-être pas la même chose que ce soit plusieurs collectivités qui se regroupent ou que ce soit une communauté de communes ou une communauté d'agglo qui le fasse. Il y a une double question, si je puis dire. Oui, les textes à ce stade n'autorisent pas les EPCI à passer des conventions de participation pour le compte des communes. C'est ça, à part le groupement de commandes, c'est-à-dire la convention entre l'EPCI et ses communes pour le faire ensemble, ce n'est pas une compétence par principe d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglo de le faire pour le compte de ses membres. Très bien. Si la mission est facultative pour les centres de gestion, quel mode de facturation, selon qu'on est affilié ou qu'on n'est pas affilié? Sarah? Ça va dépendre de la position de chaque conseil d'administration de centre de gestion qui va avoir à délibérer sur les tarifs qui seront appliqués à cette mission, et avec la faculté pour le conseil d'administration du centre de gestion de distinguer un tarif pour les collectivités affiliées et un tarif pour les collectivités non affiliées. Florian Mokhtar, pas de précision sur… Non, je suis d'accord. Je pense que il y a une certaine liberté pour le faire. Après, il faut juste une chose, c'est faire attention c'est bien les collectivités qui vont payer cette compétence du centre de gestion, et il n'y a pas d'autres mécanismes qui permettent d'être envisagés. Voilà, c'est bien une compétence. Une autre question, toujours sur les conventions. Le centre de gestion passe-t-il une convention par collectivité ou obligatoirement une seule pour toutes les collectivités qui le mandatent? Une seule. Enfin, l'idée, c'est de regrouper, donc c'est une seule. Voilà. Alors là-dessus, si on peut aller un peu plus loin, c'est une excellente question, parce que c'est la question de dire dans quelle mesure la convention passée par le centre de gestion va mutualiser le risque et donc permettre de peser sur les tarifs. Et au CIG de la Petite Couronne, où on a un gros bassin d'emploi, puisqu'on couvre 150 000 agents territoriaux, c'est une question qu'on s'est posée, enfin qui s'est posée avec beaucoup d'acuité quand on a renouvelé nos conventions de participation. Donc là, les nouvelles, elles ont démarré en début 2020, de se dire, mais à quel niveau on mutualise, quoi, finalement. Parce que sur des précédentes conventions de participation, on avait eu des dérapages tarifaires. Enfin voilà, on sentait bien que c'était compliqué, en fait, si je puis dire, et le poser peut-être de manière un peu brutale, de mettre tout le monde dans le même panier, quelle que soit la sinistralité de la collectivité.
Et du coup, on a été accompagné par un actuaire, une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous a accompagnés dans la passation de cette convention et dans les réflexions préalables. Et ça nous a conduit en fait à constituer, à proposer aux candidats à la convention de participation de constituer des groupes alors homogènes, mais sans que nous on dise homogènes sur tel et tel critère. On laissait la liberté aux candidats de décider ce qui faisait l'homogénéité d'un groupe, afin de permettre d'avoir une maîtrise financière, on va dire, du dispositif dans la durée, puisque je le rappelle, c'est 6 ans, hein, 6 ans c'est long. Et du coup, ça nous permet d'avoir effectivement aujourd'hui une convention de participation, mais 3 groupes tarifaires différents. Et on avait eu différents candidats à notre convention de participation, on avait plusieurs répondants, et c'était intéressant de voir comment chacun s'était emparé de cette possibilité qui était offerte dans le cahier des charges. Et la constitution des groupes et les critères sur lesquels les groupes étaient constitués étaient très différents selon les répondants. Donc ça, c'est une question qui va se poser pour les centres de gestion, de savoir à quel niveau on mutualise le risque et comment on le mutualise. Il faut rappeler que le texte prévoit que les conventions de participation puissent être passées à un niveau régional. Donc, ce n'est pas forcément au niveau d'un centre de gestion départemental que les futures conventions de participation seront passées. Il y a peut-être des logiques territoriales qui vont se développer autour de la protection sociale complémentaire. Très bien. Un employeur qui adhère à une convention de participation d'un centre de gestion peut-il mettre en place ses propres modalités de participation, c'est-à-dire 60% ou 70%, dès lors qu'il respecte le minima des 50% obligatoires? Oui, là aussi, je pense que aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand le centre de gestion, il me semble, va conclure une convention de participation et que pour le compte de collectivités, les collectivités sont à peu près, il y a un rôle de conseil du centre de gestion, j'imagine, mais sont libres de fixer des niveaux de participation qui soient différents. Donc, il n'y a pas de difficulté, à mon sens, à regrouper des collectivités qui ont des niveaux de participation très différents. Voilà. Il y a une liberté après d'organisation de la procédure, c'est-à-dire qu'effectivement, le centre de gestion peut faire ce que Deslandes vient d'exposer sur une organisation différente, avec des. Enfin voilà, on peut tout envisager. Il peut y avoir plusieurs conventions, il peut y avoir. C'est vraiment assez libre. Sarah, sur ce sujet? Oui, effectivement. Alors, chaque employeur détermine ce qui relève de sa politique de gestion des ressources humaines et au-delà de sa politique sociale. Alors après, les niveaux de participation, alors demain on aura un minimum, mais à l'heure actuelle on n'en a pas. Donc nous, ce qu'on observait, c'était quand même, bon, premier constat, une forte hétérogénéité des participations des employeurs, parce que ça allait de 1 € à la prise en charge complète d'une cotisation selon les collectivités. Et puis, deuxième constat, au fur et à mesure que les années passent et que la protection sociale complémentaire s'ancre dans la politique RH des collectivités, une augmentation quand même des participations. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu observer en Petite Couronne. On a aussi encouragé les employeurs, alors dans le respect total de la libre administration des collectivités, hein, on ne fait que donner rassurez-nous. Mais donc, on a encouragé les employeurs, notamment sur la prévoyance, à participer avec un minimum, alors qu'on avait fixé, alors on avait dit 5 € minimum par mois par agent, pour éviter en fait des participations, disons, symboliques à 1 € qui permettent à la collectivité d'adhérer à la convention de participation du centre de gestion, mais qui ensuite ne permettent pas des niveaux d'adhésion suffisants pour équilibrer le risque dans les conventions de participation. Je pense notamment à la prévoyance. Et pour être tout à fait explicite en fait dans ce que je veux dire, c'est que quand il y a une faible participation de l'employeur sur la prévoyance, les agents qui adhèrent vont être des agents qui sont fortement soumis au risque. Et ce n'est pas incitatif pour d'autres agents. Et c'est une des raisons qui contribue au déséquilibre des contrats et ensuite au dérapage tarifaire.
Donc ça, je rebondis sur ce que disait Maître Mokhtar sur les adhésions, la possibilité de négocier des conventions de participation à adhésion obligatoire. Il me semble que c'est une faculté extrêmement intéressante pour les employeurs territoriaux et pour les agents et pour les représentants du personnel, puisque notamment pour la prévoyance, c'est quasiment l'assurance, hein, si je puis dire, d'avoir un régime équilibré, puisque tous les agents adhèrent, donc le taux va baisser par rapport à une convention où seuls des agents qui souhaiteraient adhérer adhéreraient. Et du coup, ça permet d'avoir une stabilité, enfin ça permettra sans doute, je ne veux pas trop m'avancer, ça permettrait sans doute d'avoir une stabilité tarifaire bien plus importante que sur un régime qui va demeurer à adhésion facultative pour les agents. Parlons un petit peu des agents, justement, parce qu'on a posé, il y a eu différentes questions qui visiblement viennent parfois de centres de gestion, parfois de collectivités. Quelques questions d'agents pour terminer, malheureusement, parce qu'on approche déjà du terme de cette émission. Je suis agent, je change de collectivité, j'ai fait le choix de la labellisation. La nouvelle collectivité qui a une convention de participation avec centre de gestion ou un contrat de groupe peut-elle m'y contraindre? Alors, l'agent peut conserver l'offre qu'il avait en labellisation, mais il va perdre la participation employeur parce que son nouvel employeur a fait le choix de participer financièrement sur la convention de participation et ce choix est exclusif. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas participer à la fois financièrement à une convention de participation et à la labellisation. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais il me semble que j'ai compris ça de la question. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. Et puis peut-être deux dernières questions qui sont des questions d'un peu d'ordre différent. Le code de la mutualité est-il actuellement adapté pour répondre à un contrat collectif à adhésion obligatoire pour les agents de la fonction publique? Alors là, Alors, c'est une bonne question. C'est une question très large. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté, mais je ne pense pas que le code de la mutualité soit inadapté à la possibilité de répondre à des conventions de participation à adhésion obligatoire. C'est presque. Je pense même que c'est dans un cas dans lequel justement les opérateurs, les mutuelles, ont un peu plus de latitude, puisque normalement leur tarification notamment est fixée par l'Assemblée générale et doit s'appliquer un peu à tout le monde, et ils peuvent y déroger justement quand on est dans le cadre de contrats collectifs, et notamment à adhésion obligatoire où on peut s'adapter au groupe qu'on vient assurer. Donc sauf si j'ai pas, je vois pas forcément d'obstacle par rapport au code de la mutualité et à la possibilité de conclure ce type de contrat. Mais il y en a peut-être. D'accord. Et puis peut-être une question pour répondre à une nouvelle élue qui se présente comme telle. Je suis nouvelle élue et je découvre. Donc voilà, la PSC est-elle obligatoire dans toutes les collectivités, par exemple pour ma petite commune de moins de 700 habitants? Suis-je obligé de… En 2025 et 2026, oui. Voilà. Avec un niveau… Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, non. En fait, jusqu'à présent, dans un régime doublement facultatif, l'employeur pouvait ou non participer et l'agent pouvait ou non adhérer à l'offre proposée par l'employeur. Et puis, même si on dépasse un tout petit peu, je ne peux pas me priver de poser deux autres questions. Est-ce qu'il peut y avoir des risques de contentieux entre une collectivité locale et son centre de gestion sur ces sujets-là? Je parle à l'avocat qui se… Oui, évidemment qu'il y a des risques. Non, mais après, je ne sais pas s'il y a du risque contentieux entre la collectivité et le centre de gestion. Après, en tout cas, c'est quelque chose qui peut exister, oui, parce qu'il y a un accord des deux côtés, donc il peut y avoir un désaccord qui fait naître un contentieux. Après, je ne pense pas que ce soit très fréquent forcément sur ce genre de sujet, mais voilà. Je ne vois pas forcément l'angle problématique, mais… Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, on n'a jamais, enfin, on est vraiment dans une relation partenariale en fait sur les conventions de participation, puisque l'employeur territorial reste libre d'adhérer ou non, de passer en propre sa convention. Donc effectivement, bien sûr qu'il peut toujours y avoir un contentieux, mais je vois pas bien sur quoi il pourrait intervenir en réalité. Je pense qu'il est plus avec les opérateurs, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure. Voilà, il peut y avoir des opérateurs qui viendraient créer un contentieux avec la collectivité ou le centre de gestion.
Et puis peut-être une dernière question qui m'avait été envoyée avant sur les réseaux, qui concernait à la fois la MNT, notre partenaire, mais aussi les centres de gestion, sur le fait qu'il y a quand même un énorme travail de communication à avoir auprès des agents, et quelle est sur cette partie la place d'une mutuelle, bien sûr, mais d'un centre de gestion. Donc, on revient au rôle de conseil des centres de gestion. Sarah? Alors, le rôle du centre de gestion, essentiellement, c'est de conseiller l'employeur et donc de conseiller les élus, la direction générale et la direction des ressources humaines qui va être à la manœuvre dans le déploiement de la convention de participation auprès des agents. Après, le déploiement concret auprès des agents, il est dans la main de l'opérateur, donc dans la main des mutuelles, et d'expérience, elles savent très bien faire ça. Enfin, c'est-à-dire, elles proposent des forums, des permanences. Aujourd'hui, il y a eu le développement vitesse grand V de l'adhésion en ligne. Donc, il y a un rôle très important qui est joué par les opérateurs dans le déploiement des contrats sur le terrain auprès des agents. Très bien. Bah, écoutez, malheureusement, on arrive à la fin du temps. C'est passé très, très vite. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas répondu, certaines qui ressemblaient un petit peu à celles que j'ai posées. Donc, merci en tout cas pour tous les éléments, les éclaircissements que vous avez apportés, la disponibilité, la générosité de vos réponses et d'avoir précisé qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse, mais qui vont venir bientôt. Merci beaucoup à tous les deux, Sarah et Florian. Merci à la MNT et à VECA de nous permettre de réaliser ce genre d'émissions très, très éclairantes et très nécessaires, particulièrement sur ce sujet. Et puis, pour ceux d'entre vous qui auraient des questions qui souhaiteraient poser autrement, il existe effectivement VECA-Line Expert qui vous permet de poser vos questions pour des questions essentiellement réglementaires par téléphone à des experts du secteur public. Merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.